Vous avez tendance à reprendre le refrain d'il y a 7 ans, l'homme du passé. C'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle vous soyez devenu, vous, l'homme du passif. Quand Chirac vient me voir à l'Élysée, il monte le perron avec ses idées, et il redescend avec les miennes. Vous regardez Figure, l'émission où l'on essaie de décrypter l'utilisation d'une figure rhétorique à travers une figure politique. Aujourd'hui, pas un, mais plusieurs candidats. Dites bonjour à ceux qu'on appelle trop souvent les petits candidats, dont la définition n'est pas très claire. S'agit-il de ceux qui font des petits scores dans les sondages, de ceux qui ont failli ne pas avoir leur signature, ou de ceux qui n'ont jamais été au pouvoir? Selon l'une ou l'autre définition, la liste n'est pas la même. Dupont-Aignan, dont nous avons déjà parlé, est par exemple souvent associé à ces petits candidats, quand bien même fut-il membre d'un parti d'importance et qu'il est crédité à près de 5% grâce à la chute de Monsieur Fillon. Bref, ces candidats ont une chose en commun, la plupart ne sont pas politiques de métier, hormis La Salle qui rappelle régulièrement que c'est un rural, fils et frère de berger, dont on se souvient d'ailleurs pour avoir fait le tour de France à pied pour rencontrer le peuple. Et alors ? Pour les autres, ceux de gauche sont ouvriers ou enseignants, ceux de droite sont hauts fonctionnaires diplômés d'HEC et de l'ENA. Malgré leurs orientations politiques diverses, ils ont quelques points communs, comme leur critique de la Ve République, de l'Europe ou encore celle de la dette et de l'austérité. Contrairement aux gros candidats, ils sont souvent hors des partis, loin des carrières partisanes et souvent méprisés des autres. Et ça plaît. En effet, ils vampirisent les pourcentages des autres, à savoir ce qui fut l'UMP et ce qui ne sera bientôt plus le PS. Leur candidature souffre d'un manque de légitimité qui prend racine dans le fonctionnement même de la Ve République. Il n'en restera que deux, les autres ne sont que superflus. Pour exister médiatiquement, il faut être cinglant. Je voulais parler du cliché, qui est une figure courante mais trop souvent ignorée. Aujourd'hui, c'est la punchline qui sera à l'honneur. Cette dernière, traduite en français par phrase choc, n'est pas une figure répertoriée dans les classiques, mais elle se rapproche de l'emphase, du détournement ou encore de la chute. Par une phrase minimaliste, souvent en fin de propos, on vient marquer un discours. La punchline est à la fois drôle et impactante, restant dans la tête de celui qui l'entend et qui, par nostalgie de l'effet produit, cherchera à la restituer à l'occasion. La punchline est alors mémorisée et peut-être deviendra-t-elle plus tard une citation, un proverbe ou un adage, symbole d'un personnage et de sa verve. Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français, seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Et cela, même si l'effet d'annonce est raté, ou si elle suscite plus la moquerie que le sérieux, elle nous fait rentrer dans la mémoire collective. Comme on dit parfois, il n'existe pas de mauvaise publicité. Je pense en fait que, comme le disent les Chinois, le poisson pourrit par la tête. Vous l'aurez compris, une punchline pour un petit candidat c'est une affaire de survie. En plus des propos rapides, de l'aspect manichéen et des nombreux clichés, c'est l'une des caractéristiques notables dont on ne sait pas si c'est la cause ou la conséquence du mépris inspiré, peut-être les deux. Le moment où on n'est pas au débat. Parce qu'un petit point s'impose. Être un petit candidat, cela signifie surtout avoir moins de paroles. Durant la campagne officielle, le temps de parole est pourtant le même pour tous, oui c'est vrai, mais celle-ci ne commence que 14 jours avant le scrutin, c'est-à-dire dans la dernière ligne droite quand tout est presque joué d'avance. Avant cette campagne officielle, il existe une règle d'équité, fixée par le CSA, qui détermine combien de temps d'antenne radio et télé ont le droit chacun des candidats. Pour cela, on prend en compte les élus du parti des candidats, les résultats du parti des candidats, les soutiens des candidats, leur position dans les sondages, leur nombre de meetings et de déplacements. Ainsi, ceux qui ont les plus gros partis, les meilleurs sondages ou le plus de budget sont automatiquement avantagés. Lorsqu'une émission politique a lieu, le plus gros candidat passe donc avant les autres, sur la meilleure tranche horaire, comme ce fut le cas il y a quelques jours dans l'émission On n'est pas couché. Le Front National a eu le droit au premier créneau à 55 minutes, Poutou quant à lui en a récupéré 20, et La Salle, dernier à passer, a eu le droit à un petit quart d'heure. Plus d'un temps réduit pour ces deux derniers, un autre handicap est venu s'ajouter. Prendre la parole a pu parfois être difficile et le mépris n'est jamais loin. Vous avez quand même un double visage et un double discours, monsieur Poutou. Et je tiens à vous le dire. Non, ce que je veux dire, c'est que nous, dans cette élection-là... Sympathique en coulisses et beaucoup moins sympathique sur Twitter. Waouh, c'est... Là, moi, j'ai rien tweeté, là. Oui, mais bon. donc je vais... Éloigner son téléphone, on sait jamais. Donc je reviens, ça va être un peu compliqué d'enchaîner, mais je reviens. Mais de toute façon, c'est fini. 42 minutes sur 1 heure. Vous avez effectivement enregistré 60 minutes. On a diffusé 42 minutes, car on a gardé que ce qui était cohérent. Et le débat sur la France éternelle. Monsieur Moise,
Fallait pas aller sur ce... La liberté de la presse. Fallait pas aller sur ce terrain. Bravo, la liberté de la presse. Non, mais vous pouvez pas le traiter comme ça non plus, c'est pas sérieux. Ce que vous faites, là. C'est le temps que Ouais, vous mais êtes bien sûr. Mais après, vous sortez vos conneries pendant des minutes et puis après, vous dites qu'il n'y a plus de place. Ce système implique donc forcément, lorsque l'on a du temps d'antenne, que l'on doive marquer le coup. Souvent, c'est d'ailleurs pour alerter sur l'existence même de ces règles dont la plupart des Français ignorent tout simplement l'existence. Que j'avais préparé une longue interview sur votre programme que les Français ne pourront pas réveille les Français sur la République, sur l'égalité. Et je souhaite que par mon geste, votre chaîne renoue un jour avec la démocratie. Je vous remercie. Donc on ne parle pas de votre programme. Bonne soirée. Dans la réalité, les chaînes de télé et les stations de radio sont assez libres d'appliquer ces règles ou non, tant que le principe général est respecté. Ainsi, TF1 peut organiser un débat avec les 5 favoris des sondages en oubliant les 6 autres. Quant aux oubliés, de par cette règle, il leur reste. Le statut de petit candidat est non seulement la cause de moins de visibilité, mais c'en est aussi la conséquence. Mais revenons sur le mépris. Qu'il vienne des journalistes ou des autres candidats, il est palpable. Ça passe par des coupures, répétitives et assez fatigantes, auxquelles on doit répondre par une bonne vieille phrase choc des familles pour remettre de l'ordre. Dassault, c'est quand même aussi un politique, c'est un milliardaire patron du Figaro. Et il y a beaucoup de noms qui sont donnés, mais c'est vos propositions. C'est pas parce que j'ai pas de cravate qu'il faut me couper. On trouve souvent d'autres variantes, comme des petites phrases ironiques censées renvoyer l'autre à sa position d'infériorité. J'ai toujours refusé ces traités et je ne les ai pas signés, qui ont abaissé la France. Et vous n'avez pas signé parce que vous n'avez jamais eu le pouvoir pour le faire. Je ne les aurais jamais signés et je me suis battu. Vous ne l'aurez pas la prochaine fois non plus. Et je me suis battu. Prenez garde à ce que décideront les Français, vous ne savez pas ce qu'ils vont décider. C'est ça, cause toujours Nicolas, cause toujours. Plus discret, il y a aussi ce passage au second débat présidentiel. Du terrorisme islamiste, j'aimerais d'ailleurs que M. Macron nous dise ce qu'il en pense. Je suis d'accord avec vous sur ce dernier point. Ah, vous êtes toujours d'accord avec tout le monde? Non, ce n'est pas vrai. Ça, Monsieur Poutou, vous pouvez reprendre les éléments de langage de certains autres. Quand Asselineau vient ici habilement chercher Macron, le sachant homme de consensus, il lui répond de façon cinglante avec une phrase choc toute trouvée, ce à quoi Macron répond en se trompant de nom. Parce que oui, Poutou c'est lui, et pas lui. Raté. Pourtant, ces petits candidats à qui on cherche de barrer la route sont nécessaires. Certes, ils ne font pas le plein de voix et ils remboursent rarement leur campagne. En revanche, de par leur besoin d'exister médiatiquement, et de par l'utilisation de leurs phrases chocs et provocatrices, ils mettent sur le tapis des affaires et des arguments dont les candidats s'abstiennent souvent de parler, évitant ainsi de se fermer d'une partie de leurs électeurs potentiels. Dénoncer l'assistanat, alors que lui-même s'accorde quand même des largesses, on va dire, pour être gentil. Et puis c'est l'occasion de marquer le coup. Le franc-parler, les belles phrases impactantes, c'est ce qui fait qu'on se souvient de nous. Poutou l'a bien compris, et s'il s'est démarqué durant ce débat dont on a parlé précédemment, c'est bien pour ses phrases cinglantes. Quand on voit même un Fillon qui se dit préoccupé par la dette, mais il y pense moins quand il se sert dans les caisses publiques, quand il paye sa famille. Ce qui lui a permis de faire connaître son parti en dehors des frontières françaises, de faire connaître sa voix et ses idées chez les indécis et les primo-votants. Mais que pensez de tout ça alors ? Cette vidéo, je pense que vous l'aurez compris, est la plus politique de toutes. Finalement, tout ce qui relève du style et qui peut sembler loufoque chez les petits candidats, ce n'est selon moi qu'une conséquence de pourquoi et comment on les maintient dans cette position de petits candidats. Le problème, c'est pas que j'étais mauvais. Avant de se battre pour leurs idées, ils se battent surtout pour être entendus, et lorsque leur voix résonne finalement dans la cour des grands, on leur rappelle qu'ils appartiennent au bas de l'échelle et qu'ils ne doivent surtout pas sortir des placards de la 5ème République. Monsieur, ça c'est la première chose. Pardon, mais je dois finir, Madame Le Pen. Ah bah vous me posez une question, vous voulez pas que je vous y répondrez après. D'accord. Je suis en retard. Pourtant, s'en prendre à ces petits candidats issus de la société civile, c'est quelque part s'en prendre aussi à la société civile elle-même. Pourquoi un Lassalle, ancien fidèle de Bayrou, serait-il moins audible qu'un Macron? Artaud ne soulève-t-elle pas des problèmes de fond? Idem pour Poutou? Si je prends ces exemples, c'est parce qu'ils sont souvent attaqués sur leurs origines, sociales ou régionales. Lassalle a l'accent du sud-ouest, ce n'est pas sérieux, et Poutou ne met même pas de costard. Et Artaud n'est qu'une prof dans un lycée technique de banlieue parisienne, après tout. Ils sont comme beaucoup de Français, finalement. Mais je les mets tous dans le même sac. D'ailleurs, plus largement, qui connaît les véritables idées de Cheminade, d'Asselineau, d'Artaud, de Poutou, de Lassalle? Qui a déjà été voir leur programme, leur chaîne YouTube? Qu'est-ce qui fait que factuellement ils méritent le mépris dont ils sont victimes? En voici là de grandes questions qui n'appellent pas de bonnes réponses. Quoi qu'il en soit, vous avez tout mon soutien. Nous n'avons pas les mêmes idées, mais une chose est sûre, vous faites preuve de ténacité et rarement d'acharnement. Les chiffres ils sont pas bons, hein. Regarde-moi ça, t'as vu? C'est tout? Ouais. Oh, quelle truitasse. Hein? Ah oui. Hein? Ah oui. Les chiffres sont pas bons. Il a payé pour le Tipeee, là, t'as vu ces chiffres? Ah oui.